Comment investir un bien aux États-Unis en tant qu'investisseur étranger? Une question qu'on me pose tellement souvent, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Julien Reynard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Je suis promoteur immobilier aux États-Unis, constructeur. Je suis également agent immobilier, real estate broker en Floride. J'ai une expérience de près de 10 ans dans l'immobilier américain. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui encore une fois. Merci beaucoup de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous plaît. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on me parle très souvent. Comment financer l'acquisition d'un bien aux États-Unis quand on est étranger. Je vais vous donner les différentes solutions et je vais tout de suite vous donner une première réponse. Oui, si vous n'avez pas l'ensemble du capital disponible pour acquérir le bien, vous pouvez faire appel à un emprunt, à un crédit hypothécaire. La banque va vous suivre, même en tant qu'investisseur étranger. Ce n'est pas un rêve. On est aux États-Unis, un pays pro-business, un pays aussi qui connaît très bien les investisseurs étrangers. Il faut pas oublier que c'est un pays d'immigration et donc tout un tas de compagnies, d'entreprises privées, de banques ont construit des produits de financement pour les étrangers. Les produits d'investissement pour les étrangers, les produits de financement sont divers et variés. Il y a finalement pas mal d'options disponibles. Il faut surtout savoir travailler avec les bonnes personnes. Les banques commerciales qui peuvent avoir des solutions, mais c'est généralement pas vraiment le vivier où l'on va. Moi, j'accompagne beaucoup de clients sur des financements, des obtentions de financement. Vous le savez sans doute, on fait de la construction aux États-Unis. On a environ, sur toutes les transactions que l'on fait, au-delà de la construction, même des acquisitions sur des biens neufs, sur des biens existants, on a environ la moitié de nos clients qui font appel à un financement aux États-Unis. Donc vous voyez, un certain nombre d'entre eux font appel. Généralement, l'apport que l'on demande aux investisseurs étrangers, c'est 20 à 30% et la banque va financer 70 à 80%. Bien sûr, vous pouvez faire appel à beaucoup moins de financement si vous avez besoin de moins pour compléter la somme. La banque va ouvrir un dossier à partir de $100,000. La banque va financer 70 à 80% de votre acquisition. Donc ça vous laisse quand même beaucoup de possibilités. Et effectivement, aujourd'hui, ce que la banque va regarder, ça va être si vous faites appel à un financement pour une résidence secondaire, qui est pour moi le meilleur programme, puisque vous avez des taux d'intérêt qui sont quasiment les mêmes que ce que l'on a aux États-Unis, des conditions intéressantes. Les emprunts vont de 15 à 30 ans aux États-Unis, donc on peut emprunter sur long. Dans le cadre d'une résidence secondaire, on va regarder les revenus que vous générez dans votre pays d'origine, donc l'alias fiscal, votre déclaration de revenus, ça va faire partie vraiment des éléments qu'on va vous demander. Mais également une lettre d'une banque avec chez qui vous avez des fonds depuis un certain temps, votre banque traditionnelle, même si vous êtes en France, en Belgique ou au Canada, c'est ce que la banque va demander. Je parle de la banque américaine en l'occurrence, l'organisme financier qui va vous prêter. Et puis après, elle peut vous demander des éléments complémentaires, bien sûr, qui lui sont propres. Donc résidence secondaire, pour moi, ce sont vraiment les meilleurs programmes. Après, on utilise aussi beaucoup pour nos clients investisseurs étrangers des programmes dits d'investissement. La différence, c'est que là, la banque va pas du tout regarder les revenus que vous pouvez générer mondialement ou dans votre pays. Elle va simplement se préoccuper que vous ayez l'apport, le down payment, et également une réserve de cash additionnelle pour supporter la charge de l'emprunt et les charges fixes, donc assurance, taxe foncière. C'est généralement 3 à 6 mois de charges qu'il faut avoir en trésorerie et pouvoir montrer ça à la banque. Tout simplement, en fait, ce qu'elle va regarder, ça va être le montant du revenu potentiel que peut générer le bien, puisque là, il s'agit d'un programme de financement pour de l'investissement, et donc potentiellement, le bien va être loué, et donc il va générer un loyer. Et donc, ce que la banque veut vérifier, c'est que le loyer couvre bien les charges fixes, donc l'emprunt, la taxe foncière et l'assurance, et à partir de là, elle va vous permettre d'obtenir ce financement. Alors, comme tous les programmes de financement aux États-Unis, c'est-à-dire même les programmes auxquels ont accès les citoyens américains ou les résidents américains, la banque va faire appel à un appraiser, qui est en fait une personne licenciée qui est en charge d'estimer la valeur du bien et donc que vous payez, mais cette personne est indépendante de la banque. C'est pas quelqu'un non plus de votre entourage. Il faut être licencié évidemment. Et donc si vous faites l'acquisition d'un bien pour $600,000
mais que l'appraiser lui donne une estimation de $300 000, eh bien la banque va vous prêter en se basant sur la valorisation émise par l'estimateur, par l'appraiser. Donc ça c'est à comprendre. Alors les estimations se basent en fait sur des ventes de biens similaires qui ont eu lieu sous les 90 à 120 jours antérieurs. Évidemment, après on pondère les ventes en fonction de la qualité du bien, plus ou moins, dont vous faites l'acquisition. Donc voilà pour on va dire les rouages techniques d'un financement aux États-Unis. C'est une solution que beaucoup de nos clients utilisent. Il y a des enjeux fiscaux intéressants puisqu'on peut passer les intérêts complètement en charge dans le cadre d'un investissement aux États-Unis, et donc ça diminue énormément la base imposable si on génère du revenu locatif. Et donc c'est très intéressant de ce point de vue-là. Deuxième solution de financement dans le cadre d'une acquisition immobilière, bien sûr, c'est le cash. Si vous avez tout le capital pour acquérir le bien, aucun problème, vous allez pouvoir l'acquérir ce bien et donc tout simplement, il va falloir gérer l'enjeu du transfert entre le pays d'origine où se trouvent les fonds et le pays d'arrivée. Généralement, ça se passe via compte séquestre puisque la transaction est encadrée légalement par une title compagnie ou un avocat, et c'est généralement eux qui récupèrent l'ensemble des fonds, et vous en tant qu'acheteur vous transférez vos fonds depuis votre pays d'origine, euros canadiens, dollars canadiens, ou du franc suisse si vous m'écoutez depuis la Suisse, et donc ça part sur un compte en dollars sur le compte séquestre de l'avocat. Alors généralement on recommande à nos clients d'utiliser des comptes multidevises et d'utiliser parfois des néobanques. Ça peut être un petit peu plus intéressant en termes de taux de change. Mais généralement aujourd'hui toutes les banques permettent de faire des virements internationaux, donc ça ne devrait pas poser de problème. Il peut vous être demandé la raison pour laquelle vous faites ce transfert, et donc tout simplement il faut donner le contrat d'acquisition du bien pour pouvoir émettre ce virement qui peut être effectivement de plusieurs centaines de milliers de dollars, voire plus que ça, en fonction du montant de l'acquisition. Et évidemment ce deuxième cas est le cas le plus simple, puisque là il n'y a pas de partie tierce, il n'y a pas de banque impliquée, vous avez les fonds. Et donc, ça close rapidement. Ça se fait d'ailleurs beaucoup plus rapidement, ce type d'acquisition-là, qu'avec un financement, puisqu'il n'y a pas toute cette logique d'estimation, il n'y a pas de termes suspensifs au contrat. En tout cas, il y en a beaucoup moins que dans le cadre d'un financement. Et donc, effectivement, c'est des transactions. En général, un contrat cash, ça se passe en 30 jours. Un contrat à financement, si vous faites appel à un financement aux États-Unis, plutôt 45 jours. Vous voyez que c'est quand même très rapide. Alors d'ailleurs, pour revenir sur la partie acquisition en cash, il est possible de faire une acquisition en cash. On a aussi un certain nombre de clients qui travaillent de cette manière-là, de stabiliser le bien, notamment si c'est un bien d'investissement, c'est-à-dire de faire entrer des locataires, commencer à collecter du revenu. Et puis si on voit que la situation est stabilisée, qu'on est à l'aise, on peut toujours faire ce qu'on appelle un cash out, un refinancement, et donc faire un financement dans un deuxième temps. Et donc ce qui se passe, c'est que la banque va mettre un crédit hypothécaire, elle va vous rembourser tout simplement entre guillemets de la somme de ce qu'elle va vous prêter. Donc si vous obtenez un refinancement pour 70%, et donc va vous ressortir 70% de la valeur du bien. Parfois la valeur d'ailleurs peut être plus importante que le montant d'acquisition. Vous pouvez acquérir un bien aujourd'hui par exemple pour $400 000, le marché évolue positivement, vous refinancez dans un an, la valeur du bien est de $450 000, là le refinancement du coup sera par exemple, si c'est un refinancement sur 70% de 450 000, puisque l'appraiser, l'estimation, intervient au moment du refinancement et pas de l'acquisition. Et donc, vous pouvez même ressortir plus de cash que si vous aviez fait un financement initialement. On a pas mal de clients qui travaillent avec ce type de concept-là, qui font d'abord une acquisition de cash parce qu'ils ont la capacité. Ça peut être aussi une meilleure manière de négocier aussi son acquisition, d'avoir un rabais ou d'avoir des meilleures conditions d'acquisition sur un vendeur, par rapport à un vendeur. Et puis ensuite, de se faire son refinancement dans un second temps, une fois que le bien est entre guillemets stabilisé. Et donc après, le cash, on peut le réutiliser pour faire une seconde acquisition, bien sûr, et de répéter ça en cascade sans problème. Alors, je vais vous donner maintenant deux solutions alternatives pour acquérir un bien immobilier et obtenir un financement qui ne rentre pas du coup dans les deux premières catégories que j'ai citées.
Première solution, ça va être potentiellement faire ce que l'on appelle un seller financing, c'est-à-dire que le vendeur accepte de financer en partie votre acquisition ou toute votre acquisition. Généralement quand même seller financing, la condition c'est que vous apportiez quand même un montant assez important contre l'acquisition. Il n'y a pas de règle établie, tout ça c'est de la négociation entre un acheteur et un vendeur. Mais généralement, ce qui est acceptable, c'est au moins 30 à 40% de la somme, parfois même 50% qui peut être demandé. Et ensuite, le reste, est financé par le vendeur. Pareil, les termes du financement sont complètement, libres, négociables. Maintenant, en pratique, ce qui se passe, c'est que le vendeur va vous permettre, de commencer à rentrer dans le bien, de devenir propriétaire. Il va vous donner un financement sur quelques années, 3 à 5 ans. Alors, le financement peut être amorti sur beaucoup plus d'années. Et on met en fait au final ce qu'on appelle un balloon payment. Donc, on peut financer le financement peut se passer sur 30 ans par exemple, mais en fait donc avec un amortissement sur 30 ans, mais uniquement sur un financement sur 3 à 5 ans. Donc l'amortissement sera bien sur 30 ans, mais le financement réel sur 3 à 5 ans avec en fait un balloon payment, c'est-à-dire le capital restant à financer sera à payer sous 3 à 5 ans. Donc ça peut vous permettre à un acquéreur de rentrer sur le bien, de prendre des marques, de montrer également des revenus si c'est un bien d'investissement, et ensuite d'aller voir une banque pour faire un refinancement et du coup de sortir le vendeur de ce financement-là et de rembourser le vendeur. Généralement sur ce type de financement, il n'y a pas de clause de prépaiement, de paiement anticipé, de frais de paiement anticipé, parce que le but c'est le vendeur en fait a généralement pas envie de faire le financement, mais c'est simplement pour faciliter la vente du bien. C'est une alternative qui permet à un acheteur qui a pas forcément la capacité de faire le financement tout de suite de le mettre en position de le faire, notamment via les opérations. C'est assez commun notamment sur les biens commerciaux. Commun, on va dire que c'est plus commun sur les biens commerciaux, mais on va dire que c'est pas impossible de le faire sur des biens résidentiels. Tout est possible encore une fois. Donc ça c'est une première alternative. La deuxième alternative, qui est un petit peu plus commune et qui est proposée généralement là depuis le pays d'origine de l'investisseur étranger, c'est faire par exemple un crédit hypothécaire sur un bien déjà payé dans son pays d'origine, et contre son crédit hypothécaire d'utiliser ce cash-là pour faire une acquisition aux États-Unis. Ça sera d'ailleurs considéré comme une acquisition en cash aux États-Unis, donc ça peut être aussi un beau levier pour une acquisition. Et du coup, le financement dans son pays d'origine se fait contre un bien généralement complètement payé, et donc vous avez votre résidence principale par exemple qui est payée chez vous en France, en Belgique, au Canada. Vous pouvez remettre une ligne de crédit là-dessus, un financement, et réutiliser cet argent pour une acquisition aux États-Unis. Une autre alternative à un financement dans son pays d'origine, c'est un système de nantissement. Vous avez du cash sur un compte à terme qui génère du revenu, un livret A ou d'autres comptes à terme dans une banque. Il est possible d'aller voir cette banque et de lui demander de prêter contre ce cash-là, et donc d'avoir du cash pour acquérir son bien, avoir du capital pour acquérir son bien aux États-Unis. C'est une autre solution qui existe, un peu plus compliqué de travailler dans ce sens-là de mon point de vue avec les banques étrangères. En tout cas, mon expérience elle est plutôt française. Après, sur d'autres pays, peut-être qu'il y a plus de facilité. Je sais pas, amis belges, canadiens, dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu cette expérience-là. Mais le nantissement, c'est une autre bonne solution. Le vrai intérêt aussi, c'est que généralement en Europe, en tout cas, on a des taux d'intérêt qui sont moins hauts qu'aux États-Unis, donc ça peut vraiment être intéressant d'utiliser ce levier-là. Faut quand même prendre en considération aussi la logique de change, et donc changer au bon moment ces euros du coup qu'on va collecter via un financement qu'on peut faire en Europe, via un nantissement ou un crédit hypothécaire sur un bien en Europe, et le changer au bon moment, encore une fois, pour faire une acquisition aux États-Unis, parce que il peut y avoir des logiques un peu perverse si le taux de change évolue pas du bon côté entre l'euro et le dollar, ou le dollar canadien et le dollar US. C'est la même logique. Faut simplement se préoccuper de ça. Alors généralement, les banques américaines, pour revenir sur un volet un peu plus juridique, vont vous demander de créer une LLC, puisque vous n'avez pas de Social Security Number si vous faites une acquisition via un financement hypothécaire aux États-Unis, et donc elles veulent avoir en face sur le titre de propriété une entité américaine, généralement pour pouvoir évidemment le saisir s'il y a un défaut sur l'emprunt, faire cette foreclosure. C'est pas toujours le cas, mais ça peut être le cas effectivement, notamment sur les programmes d'investissement.
Ça facilite les démarches légales pour la banque, encore une fois, s'il y a des enjeux de saisie. Généralement, on recommande dans tous les cas de faire une création de LLC si vous générez, ou de corporation d'ailleurs, d'une entité juridique. Si vous générez des revenus aux États-Unis, ça permet de bien scinder les revenus. Ça permet également de limiter sa responsabilité uniquement à ce qu'il y a dans l'entité juridique et pas de remonter sur une responsabilité personnelle. Donc, c'est plutôt cohérent avec la démarche de la banque. Alors merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. Globalement, vous avez compris, il y a différentes options disponibles pour eh bien faire une acquisition d'un bien immobilier aux États-Unis. Globalement, quand même, il faut que vous ayez en tête qu'il faut que vous ayez dans tous les cas un apport d'au moins 20 à 30%, on va dire, 25% en moyenne pour faire l'acquisition du mobilier. Ce que je vais vous recommander avant tout, c'est de contacter un professionnel de l'immobilier aux États-Unis, un courtier spécialisé, ou même tout simplement d'échanger bien avec un real estate broker ou un spécialiste de l'investissement immobilier. Je suis là à votre disposition si vous voulez avancer là-dessus, bien sûr. Si vous avez des questions en privé, n'hésitez pas, ou mettez-les directement en commentaire sous la vidéo pour voir les solutions qui vous sont disponibles. Après, bien ce qu'il faut, c'est que la banque ou le courtier spécialisé fasse une petite analyse de votre profil pour voir les solutions qui sont disponibles. Et si vous faites appel à un crédit hypothécaire aux États-Unis, il faut que vous obteniez une lettre de préapprobation, ce qui permet de faire une offre sur un bien pour un financement et que le vendeur soit à l'aise de contresigner votre offre pour voir que vous êtes tout simplement capable d'acquérir ce bien. C'est ça la prochaine étape. Donc n'hésitez pas à nous contacter, une seule adresse, contact@investir.us, le lien description de la vidéo, vous nous contactez par ce biais-là, et puis moi je prends contact avec vous sous 24 à 48 heures, on organise un call ou une vidéoconférence pour comprendre un peu vos objectifs et puis pour voir si je peux vous aider. Je vous dis à très bientôt, bye bye.